Bon matin à vous tous. Nous sommes jeudi le 11 juin 2020 pour les entrevues matinales IMO Facile avec Ghislain Larochelle. Manquez pas, cette semaine, il y a plusieurs entrevues qui s'en viennent. Demain, on parle de comment financer des airs climatisés, des souffleuses, des tondeuses, des tracteurs pour vos immeubles. Fait que tout ce qui est un bien mobilier, financer un cabanon aussi. Fait qu'on va aller dans le mode financement et c'est pour moi qui va être là. Je prends un congé demain. Ça va être Jean-Luc qui va interviewer M. Marc-Antoine Boivin. Samedi, on a les samedis des présidents. On est avec vous avec le samedi des présidents, témoignage d'un entrepreneur. Dimanche, comment fonctionne une planification stratégique d'une entreprise en immobilier avec M. Jean-Daniel Brisson qui va être là. Et lundi, on a quoi faire pour avoir un bon mindset pour attirer plus de richesses avec François Bégin. Fait qu'il y a plusieurs cours qui s'en viennent avec nous. N'oubliez pas que le coaching double débute le 19 juin. On a un nouveau groupe le 19 juin. C'est les vendredis. C'est un groupe accéléré qu'on va faire ensemble et ça va être aux 3 semaines. Il va y avoir une formation et fait que pour le 30 septembre, la formation va être terminée. Et inquiétez-vous pas, durant les vacances de l'été, durant les vacances de la construction, on donne pas de cours, c'est avant ou après. La semaine prochaine, on a le calcul de rentabilité qui a lieu mercredi. Fait que si vous voulez apprendre à calculer la rentabilité d'un multilogement le 17 juin, on est avec vous. On va vous montrer ça en mode virtuel. Et le 16 juin, on a notre soirée mensuelle. Et j'ai la chance d'avoir un investisseur immobilier qui fait beaucoup de gros projets dans la région de Montréal. Et durant le COVID, c'était arrêté. Il n'y avait plus de construction qui se passait. Ben, pas capable d'arrêter, le gars, il a été loué des avions russes pour être capable d'aller chercher des masques, aider le gouvernement, aider à avoir des masques. Et il va tout vous expliquer son histoire. Et il n'avait jamais fait ça de sa vie. Là, il y a 20 employés qui travaillent pour lui pour fournir des masques à la grandeur du monde. Fait qu'un entrepreneur assez incroyable. On l'a avec nous autres à soirée mensuelle. Fait qu'il va nous présenter un peu son histoire de vie, qu'est-ce qu'il a fait. Et pour les gens qui ont besoin d'un local à louer au bureau Imo Facile, et je vais le répéter un peu à chaque matin, nous avons des locaux à louer qui se sont libérés le 31 mai. Ça peut être un local complet de 1200, 1500 pieds carrés, ou ça peut être tout simplement un bureau qu'on vous loue. Fait que, il y a de la place chez Imo Facile. On essaie de faire un centre d'affaires immobilier. C'est qu'on a besoin de plein de gens qui ont rapport avec l'immobilier. Ce matin, on parle des 12 pièges à éviter lorsqu'on fait un contrat de prête-nom. On ne sait pas trop, il y a plusieurs gens, Luc, qui ne savent pas c'est quoi. Fait que, bon matin, Luc, comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On approche dangereusement du 15 juin. Hein? Alors, ça va être une date mémorable pour tous. On va se faire couper le feu. Oui, c'est ça. Parce que là, quand je prends ma douche un matin, en sortant, je fais le saut. Parce qu'il y a un miroir, puis je me vois avec mes cheveux, je dis, Colline de bine, c'est donc bien long, ça. Et quelle société avons-nous, hein, où les chiens ont le droit de se faire couper les cheveux, mais pas les humains? En tout cas, c'est la vie, hein, que voulez-vous? On n'a pas le choix, il faut subir ça. Oui, alors, si on revient dans le vif du sujet, c'est quoi un prête-nom? Ben, c'est assez simple et assez descriptif. Un prête-nom, c'est quelqu'un qui va nous prêter son nom pour acheter une propriété. C'est aussi simple que ça. Alors, moi, pour des raisons correctes, légales, je ne veux pas que mon nom apparaisse sur les titres d'une propriété ou sur n'importe quoi. Hein. Ça peut être des actions d'une société d'action. Alors, je vais demander à mon ami Ghislain de me prêter son nom pour que ça soit lui à l'égard de toute la planète, sauf moi, qui est propriétaire de ces actions-là ou de cette propriété-là. Et j'ai une entente avec lui qui vient dire exactement de quoi il en est. Et essentiellement, c'est ça, le prête-nom. Malheureusement, quand on entend parler de prête-nom dans les news, comme on dit,
C'est habituellement le cas de Mme Tartampion sur le bien-être social qui a servi de prête-nom et qui a falsifié des états de banque et qui se ramasse avec l'achat d'une maison à Westmount de 2 800 000 avec un prêt hypothécaire qui coûte 8 500 par mois et puis elle n'a jamais fait un seul paiement. Ça, je vous parle d'actes frauduleux. C'est pas le propos que je vais tenir, évidemment. Je trouve ça aberrant qu'on se serve d'un outil légal, parfaitement légal. Hein, c'est balisé dans le Code civil du Québec, un contrat de prête-nom. Alors, c'est un peu, je compare ça beaucoup avec un fusil de chasse. Un fusil de chasse, au départ, ça sert à aller à la chasse. C'est parfaitement légal d'aller à la chasse. Il y en a qui ont des convictions pour, il y en a qui ont des convictions contre, mais le fusil de chasse est une arme légale. Mais la même arme peut servir à des fins criminelles. Hein? On peut tuer du monde également avec une arme de chasse. Alors, le problème, c'est pas l'arme, c'est pas le fusil, c'est la personne qui tient le fusil. Pardon, au même titre que dans une relation contractuelle de prête-nom, c'est pas le véhicule qui est le prête-nom qui est le problème, c'est l'usage qu'on en fait, tout simplement. Exact. On a une question de Serge Tousignan. Bon matin à tout le monde. Il y a plein de gens, shérif, qui est avec nous autres. Nick. Oh, le shérif is in town. Oh. Ah oui, Serge qui te demande, c'est quoi la différence entre un prête-nom et un endosseur? C'est la même différence entre une tomate et un avion. Ça n'a rien à voir. Un endosseur, c'est quelqu'un qui est divulgué, premièrement, et qui vient garantir la performance de quelqu'un qui l'endosse, alors qu'un prête-nom, le véritable propriétaire, n'existe pas pour le créancier hypothécaire. OK. Fait que c'est deux univers complètement différents. Souvent, c'est utile de donner des exemples de cas sains d'usage de prête-nom pour que les gens décollent un peu de l'image de l'illégal. Je vais donner 2-3 petits exemples, si tu permets, Ghislain. Oui, vas-y, bonne idée. Après ça, on va aller aux 12 pièges. Vas-y. Parfait. Alors, quand j'étais jeune, ça fait quand même un petit bout de temps, et qu'on achetait une propriété en couple. Tu sais, le beau petit couple qui achète un bungalow, là, ben, dans les années 80, 90, 2000, le gérant de banque venait voir monsieur, hein, c'était très machiste, et il disait, écoutez, vous n'avez pas une historique de crédit suffisante, vous allez demander à votre père d'endosser le prêt. Mm-hmm. Maintenant, c'est pour ça que les banques font. Premièrement, la banque peut aussi bien s'adresser à monsieur qu'à madame, ou ça peut être un couple, madame, madame, monsieur, monsieur, hein, tout change, tout évolue. Mais là, ils diront plus, il faudrait que quelqu'un de solvable endosse. Ils vont dire, on exige qu'il y ait un copropriétaire à 50% qui est solvable. Sans ça, on ne vous fait pas le prêt. Ben, si c'est un bungalow, le problème que ça fait, c'est que ça veut dire que si mon père, par hypothèse, est copropriétaire à 50%, ben, mon père n'occupe pas la propriété, j'espère en tout cas, ce qui veut dire que l'exonération de gain capital ne marche plus parce que pour ce 50%-là, puisque ce 50%-là est propriété de quelqu'un qui n'est pas personne physique propriétaire occupant. Alors, comment on fait pour faire en sorte qu'on a droit à l'exonération de gain capital à 100%? On va déposer un contrat de prête-nom à Revenu Québec, Revenu Canada, disant c'est la méchante banque qui a exigé que mon père soit copropriétaire, mais en réalité, il n'est pas véritablement copropriétaire. Il n'a pas mis une scène là-dedans, etc., etc., etc. Et ça va être reconnu comme tel par Revenu Québec, Revenu Canada, comme étant propriété à 100% du petit couple. Tout simplement. Ça, c'est un exemple facile, bon et noble, je dirais même. On a Sacha qui demande, est-ce que le prête-nom, c'est comme une contre-lettre? Oui, ben, il y a tout un catalogue d'étiquettes à ça, hein. Surtout que ça me fait penser, vous m'excuserez, il est de bonne heure le matin. Quand on est petit gars, puis on va parler du pénis, on va trouver 22 noms pour appeler le pénis. Hein. Plus c'est sale, plus on trouve des noms. Alors,
prête-nom, c'est la même chose. Il y a un paquet de synonymes juridiques ou familiers qui sont utilisés, dont ces deux-là, dont poteau, dont il y a une panoplie de termes, d'expressions. Contre-lettre, c'est le contrat qu'on va faire dans le cadre d'une relation de prête-nom. Poteau, ben, ça remplace le prête-nom comme tel. Il y a vraiment une richesse de vocabulaire pour décrire cette relation-là. Mais le Code civil ramène toutes ces choses-là. C'est pas l'étiquette qui crée le droit, c'est ce que ça décrit, puis on mettra l'étiquette qu'on veut bien. Hein? Même si on appelle une chaise une lampe, ben, on ne pourra pas s'éclairer avec une chaise qu'on appelle lampe. Ça va demeurer une chaise. Fait que c'est pour ça que le vocabulaire est important, mais il y a une richesse de synonymes dans ce contexte-là. On a une question de Christian Guillemette qui demande à quel moment et de quelle façon doit-on aviser le gouvernement ou les gouvernements plutôt? Ben, depuis le début de l'année, c'est une obligation. Hein? C'est pas un choix, c'est une obligation. Et le test, ils ont développé un formulaire qu'on a à compléter et à transmettre. Donc, pour être sûr de ne pas avoir de problème, faites-le dès que vous créez cette relation-là. D'accord, parfait. Fait qu'allons-y avec le premier piège, Luc, que tu vois dans les contrats de prête-nom. Oui. C'est une relation contractuelle, mais au Québec, pour faire la preuve d'une entente contractuelle d'une valeur de 1 500 $ et plus, ça prend un écrit. Pas d'écrit égale inexistence. Donc, le premier piège, c'est de s'entendre à l'amiable et de ne pas écrire un contrat où les droits et obligations de chaque partie sont cristallins. Ça, c'est vraiment, je pourrais vous raconter des savoureuses histoires avec ça. Juste pour vous teaser un peu, c'est une madame vietnamienne qui montait un portefeuille de triplex, puis pour des raisons que je ne divulguerai pas, les mettait au nom de son fils sans contrat. Et à un moment donné, son fils l'appelle et il dit « Maman, merci pour le beau cadeau de noces. » Ben, madame, elle répond, elle dit, comment ça, cadeau de noces, je ne te l'ai pas encore envoyé. Il dit, oui. Les 8 triplex à mon nom, je décide qu'ils sont à moi à cause de mon mariage. Il n'y avait pas de contrat. Alors, ça a été de toute beauté. Pourquoi je dis qu'ils sont vietnamiens? Parce que les Vietnamiens sont très tissés serrés. Hein? Les relations mère-fils sont vraiment très imbriquées. Alors, quel affront national, j'oserais dire, d'avoir déclaré la guerre comme ça à sa mère. Ça fait que ça, honnêtement, c'est un dossier que j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'on a fait comme dans les films. On est arrivé, elle est venue me voir, je pense que c'était un vendredi, puis on a préparé ça durant la fin de semaine. Mardi matin, on a saisi les 8 propriétés, on a saisi les 8 comptes de banque parce que c'était des comptes de banque séparés. Puis là, le petit gars, il choquait. Toute beauté. Puis tout ça aurait été évité avec un contrat de prête-nom que, en tout cas, chez nous, on charge 750 $ plus taxes. Elle s'est ramassée avec une facture d'environ 40 000 $ avec des frais de saisie immobilière, ça va assez vite. Hein? Crime, ça a été payant cette fin de semaine-là, 40 000 pour jusqu'à mardi? Mais malheureusement, ce n'était pas des honoraires d'avocat, c'était surtout des honoraires d'huissier pour les saisies. OK. Fait que notre premier, c'est... Je te rassure, je n'ai pas travaillé bénévolement. OK. Mais le gros des honoraires, c'était des honoraires d'huissier, puis des thèmes judiciaires aussi. Il y en avait un maudit paquet, là. Fait que première chose, écrire un contrat. Le deuxième point à faire pour le prête-nom. Faire attention de ne pas faire des ententes illégales. Le Code civil prévoit que l'on peut avoir des ententes de prête-nom, mais pour autant que la finalité est légale. Le cas classique en immobilier, c'est je suis en état de faillite, je viens de trouver un super bon deal, je vais demander à mon beau-frère de l'acheter en mon nom.
et quand je serai libéré de ma faillite, il pourra me renverser la propriété. C'est illégal. Une personne en état de faillite n'a pas le droit d'acheter d'immeuble. Point à la ligne. Donc, si le beau-frère résiste à renverser la transaction, ben, il y a des décisions de tribunaux, il y en a une abondance, une pléthore de décisions qui disent quand un contrat de prête-nom est fait de façon illégale, on ne peut pas demander aux tribunaux d'exécuter ces contrats-là. Excellent. Parfait. Troisième piège. Ne pas informer les autorités municipales et fiscales. Les autorités fiscales, on en a parlé déjà. Si vous, la difficulté avec ce que dit le Code civil, c'est si on ne dénonce pas le contrat de prête-nom, le créancier, alors une personne qui aurait une créance, a le choix, quand il est informé que la personne agit comme prête-nom, il peut faire ce qu'on appelle du cherry picking. Il peut choisir la cerise la plus belle, voulant dire il peut poursuivre le prête-nom ou le mandant. Il a le choix de faire les deux. Alors, pour être sûr, si moi j'agis dans un contrat de prête-nom et il y a des dividendes qui sont déclarés, prête-nom d'action de compagnie, et qu'il y a un dividende de déclaré, ben si je n'ai pas divulgué mon contrat de prête-nom, l'impôt, c'est moi qui vais avoir à la payer. Si je l'ai divulgué, ben c'est la personne pour qui j'agis qui doit payer l'impôt. Okay. Alors, il y a des conséquences importantes à ça du côté fiscal. Côté municipal, c'est la même chose. Hein? Si je veux renverser une transaction du côté municipal, ben si je n'ai pas déclaré que j'étais un prête-nom, je peux avoir de sérieux problèmes. Alors, c'est pour ça que les contrats bien faits vont prévoir la confidentialité de la relation de prête-nom sous réserve des autorités municipales, fiscales et, on va le voir tantôt, d'assurance. D'accord. Le quatrième point. Le quatrième, ne pas gérer la relation mandat-mandataire. Toi, Justin, qui est un expert dans la gestion des relations, hein, tes investisseurs, tu les dorlotes et c'est probablement une bonne partie de ta recette à succès. Je vois souvent des gens qui vont confier un mandat de prête-nom et qui vont laisser faire le prête-nom exactement comme ils veulent. Grosse erreur. Grosse erreur parce que, surtout en immobilier, il faut comprendre que si le prête-nom refinance la bâtisse, le chèque des dollars nouveaux va être fait en son nom à lui et ça se peut que ça disparaisse. Hein. Il y a des histoires d'horreur dans les prête-noms. J'en ai vécu quelques-unes, histoires d'horreur, via des clients, évidemment. Mais il faut vraiment gérer ça. Je pense que le pire cas avec lequel j'ai été en contact, c'était deux bons vieux chums depuis très longtemps. Il y en a un qui est mal pris, trouve un deal, demande à l'autre d'être prête-nom pour un bloc appartement. Parfait. Puis il dit, écoute, pour pas te faire déranger chez toi, si jamais il y a des papiers ou pour l'impôt ou whatever, on va mettre comme adresse pour toi l'adresse du bloc. Ben, il dit, OK, merci. Correct, j'aurais même pas besoin de m'en occuper. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le prête-nom n'a jamais payé l'hypothèque. Il collectait les loyers, mais il ne payait pas l'hypothèque, il ne payait pas les taxes, rien. Ça fait que quand le préavis d'exercice est rentré, ben, il a été signifié au bloc parce que c'était l'adresse du bloc qu'il y avait. Fait que mon prête-nom, lui, il n'a jamais su ce qui se passait avant le jour où ça a cogné à sa porte chez lui, où c'est un huissier qui venait saisir sa maison et son contenu parce que le créancier hypothécaire était allé en vente en justice, il n'était pas allé en prise en paiement et il y avait un déficit dans le prêt de 300 000 $400 000. Et tabarouette. Tape à sa porte pour lui dire vous nous devez 400 000 $, vous avez 3 jours pour nous payer, sans ça, on fait vendre en justice votre maison. C'est des cas extrêmes, mais c'est de ça dont on veut se protéger. D'accord. Une bonne chose. Numéro 5. Ne pas obliger le prête-nom à rendre compte.
c'est le petit frère du numéro 4, dans le fond. Numéro 5, il faut s'assurer que la personne nous informe au fur et à mesure de ce qui se passe. Je vais prendre un exemple complètement fictif. J'espère que ce n'est pas moi qui vous apprends que quand on est actionnaire dans une compagnie, tout actionnaire qui a 10% et plus des actions votantes et participantes devra garantir personnellement le prêt. Habituellement, c'est ça qui se passe. Fait que si on fait un projet de, je vais dire, des chiffres fantastiques, là, c'est le matin, on est de bonne humeur, j'embarque dans un projet de 100 millions. Puis j'ai 10% du projet. Ça veut dire que je vais garantir un prêt sur un immeuble de 100 millions. D'après moi, ça va entamer mon crédit pas mal. Comment je vais faire pour ne pas maganer ma capacité d'emprunt ailleurs? Simple. Le problème vient du fait que la banque sait que j'ai 10% des actions. Si la banque ne le sait pas, elle ne le demandera pas. Donc, je vais demander au promoteur ou à un autre coactionnaire d'être prête-nom pour mon bloc d'actions. De telle sorte que la banque, ne sachant pas que j'existe, ne demandera pas ma garantie personnelle, simplement. Intéressant. Et le numéro 6? Prévoir une indemnisation au cas de non-respect. En passant, j'ai fait ma petite liste pour ne pas les oublier. Hein, Oui. c'est facile d'oublier ça. Et également, ceux qui trouvent que le sujet mérite d'être approfondi, j'ai commis un e-book là-dessus d'une 20aine de pages qui est offert gratuitement. Vous avez juste à me le demander, à m'écrire par courriel. Je pense qu'habituellement, tu donnes l'adresse courriel à la fin, Justin. Oui, je peux le donner tout de suite. Audet commercial droit avec un S. Non, Pas de S. pas de S. Le droit des PME.com, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Fait que c'est un e-book qui reprend ces mentions-là de difficultés avec les prête-noms, mais qui va un peu plus loin là, que notre présentation et qui a le mérite d'être écrit, évidemment. Fait que c'est ça. On est au numéro 6. Oui. Indemnisation au cas de non-respect. Il faut s'assurer que le prête-nom respecte les instructions. C'est fondamental. Si la personne ne respecte pas les instructions, il faut avoir une façon de pouvoir, je vais dire comme je le pense, faire mal. Il faut s'assurer que la personne va véritablement respecter, puis si elle ne respecte pas, elle est dans le trouble. C'est pas une faveur qu'il nous fait, là. C'est très lourd de conséquences à agir comme prête-nom, mais il doit jouer la game comme elle est demandée. Si je suis prête-nom de quelqu'un, puis mes instructions de mon mandant, c'est comme ça que s'appelle la personne qui donne le contrat de prête-nom, si le mandant me dit de voter oui à la question 12 de l'Assemblée annuelle, j'ai l'obligation de voter oui à la question 12 de l'Assemblée annuelle. Puis si je ne le fais pas, ben je vais être redevable de dommages et intérêts, tout simplement. Il faut avoir, tu sais, c'est la vieille théorie du bâton et de la carotte. Il faut avoir un bâton à quelque part. Il faut le sensibiliser au fait que s'il ne marche pas, il va avoir des problèmes. S'il ne marche pas selon les instructions, il va avoir des problèmes, tout simplement. Excellent, parfait. Fait que ça, prévoir l'indemnisation en cas de non-respect. Oui. Le numéro 7. Numéro 7, c'est obligation de confidentialité. Hein. J'ai travaillé très fort pour que mon nom n'apparaisse pas nulle part. Ça serait assez chiant que mon prête-nom se fasse à la gueule puis ils disent ouais, moi, dans le fond, c'est pas vraiment moi, c'est à Luc Audet. Puis il a fait ça pour cacher l'immeuble de son patrimoine successoral au cas où il divorcerait, mais sa femme ne saura pas qu'ils ont un 425 logements à Chicoutimi. Alors, quand j'agis via un prête-nom, c'est que je veux de la confidentialité. Donc, je dois prévoir dans mon entente qu'il y a des obligations de confidentialité. Et encore la même chose, avec pénalité au cas de non-respect, simplement.
Excellent, excellent. Numéro 8. Numéro 8. Le numéro 8, c'est qu'est-ce qui se passe au cas de chicane? Bien, normalement, au cas de chicane, on va devant les tribunaux. Hein? On va aller devant la Cour supérieure pour faire trancher notre chicane. Mais si je vais à la Cour supérieure, il va falloir que je prouve ma relation contractuelle avec le prête-nom. Il va falloir que je divulgue qu'il agit comme mandataire. C'est précisément ce que je ne voulais pas faire. Donc, la pratique est simple. On met une clause d'arbitrage. L'arbitrage, c'est un système privé de justice qui a l'avantage d'être confidentiel. Alors, on prévoit une clause d'arbitrage dans le contrat, simplement. On a 2-3 petites questions qui sont rentrées. On a Marc qui demande quels sont les avantages d'utiliser un prête-nom pour un investisseur immobilier. Puis on a Nadia Roy qui demande c'est quoi les avantages d'être prête-nom? C'est quoi l'avantage de l'utiliser? Puis c'est quoi les avantages d'être prête-nom? Ben, l'avantage de l'utiliser, c'est l'avantage qu'on reste confidentiel. J'ai donné déjà 2 exemples. Le petit couple qui aurait perdu son exonération de gain capital sur 50% s'il n'y avait pas une relation contractuelle de prête-nom. Un autre exemple, si je prends, qui est complètement fictif, là, mais je suis sûr que ça marche comme ça. Disons que Jean Coutu veut acheter un terrain pour construire une pharmacie. Pensez-vous que Jean Coutu arrive là, au volant de sa Bentley, avec son sarrau blanc, il dit « Mon brave, j'aimerais acheter ton terrain, combien veux-tu? » « Oh shit, c'est Jean Coutu. Le prix vient de doubler. Monsieur Coutu, je vais vous faire un deal, ça va être juste 6 millions pour vous, parce que je vous aime beaucoup. » Non. Jean Coutu va prendre un prête-nom qui va geler le terrain, puis ils vont faire leur structure de façon telle que la personne qui va formuler la promesse d'achat va être un nobody. Parce que si le véritable vendeur savait que c'est une personne avec une très grande fortune, il risque d'être moins négociable son prix. Alors, mais Luc, c'est pas gentil que ce que tu as dit là, d'être un nobody, parce que c'est souvent des firmes d'avocats qui font ça. Oui, mais on va dire de quoi? Quand tu arrives à la banque pour déposer les honoraires que ça a généré, tu deviens somebody. Mais ça, c'est encore un autre exemple d'usage de prête-nom. C'est pas le prête-nom, c'est pas juste une façon de faire des acquisitions. Ça vient régler un problème ou une difficulté appréhendée. Donc, si la vie est belle, s'il n'y a aucun problème, ben, tu n'as pas besoin de prête-nom. Okay. Puis Nadia, elle disait, c'était quoi l'avantage? L'avantage d'être prête-nom, c'est quoi? Est-ce qu'il fait de l'argent ou c'est sûr que c'est un cas d'un avocat, il fait des honoraires, mais mettons Nadia devient prête-nom pour moi, j'y donne quoi? Bien, essentiellement, on voit très souvent des contrats de prête-nom qui sont faits sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique. Est-ce que c'est un système d'enrichissement? C'est de la pure négociation. Hein. Ça peut être de 0 cent à 100 millions. Ça dépend de la négociation entre les parties. On voyait ça avant, là on le voit moins, mais j'ai déjà vu des annonces qui étaient vraiment, vraiment très particulières sur Kijiji. Je suis à la recherche d'un prête-nom. Ouais. C'est comme faire exprès pour avoir du trouble, ça là. C'est vraiment spécial. Ça me fait penser, il y a 5-6 ans, il y a un courtier immobilier qui a envoyé un fax à la plupart des bureaux d'avocats de Montréal, leur disant à peu près la chose suivante. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour détourner de l'argent pour les envoyer dans un paradis fiscal. Aïe, aïe! Parce que le CAV, depuis très longtemps, quelqu'un qui conseille l'usage d'un paradis fiscal est responsable personnellement des impôts éludés.
Fait que le gars, lui, il avait trouvé ça génial d'envoyer un fax à tout le monde pour dire « Hey, je cherche quelqu'un pour fourrer l'impôt. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? » Tabarouette. En tout cas. Alors, quel est l'avantage pour la personne qui travaille comme prête-nom? Bien, essentiellement, au départ, elle rend service. Et oui, ça peut générer des honoraires ou des profits. C'est en négociation. Mais habituellement, on va demander à quelqu'un avec qui on est proche, soit en relation d'affaires, soit en relation intime, soit en relation familiale. Mais d'aller mettre une annonce sur Kijiji pour trouver un prête-nom, là, C'est pas une bonne idée. je pense pas. OK. Hey, Luc, avant qu'on reprenne, tout le temps à peu près vers le milieu de l'entrevue, je demande tout le temps, puis tu le sais, je demande tout le temps aux gens que j'interviewe, la question qui tue. As-tu quelque chose, Luc, que tu pourrais nous révéler sur toi, tes voyages de pêche, je sais que tu es un gros amateur de pêche, ou des jobs que... Hey! Un gros amateur de pêche, c'est quoi ça, ce joke-là? Là? Un grand amateur de pêche, on va dire. OK. Que tu pourrais nous révéler sur toi que la plupart des gens ne savent pas. Ça peut être une job que tu as faite quand tu étais jeune, quelque chose... tu sais quoi, tu pourrais nous conter qui serait comique ou une anecdote que tu pourrais nous jaser? Ah, ben, ça, c'est assez simple. Ma vie est parsemée d'anecdotes. Vraiment, je suis gâté de ce côté-là. L'année passée, j'ai un chalet sur une ZEC, comme tu sais, Justin. Oui. L'année passée, je me suis arrangé avec mon gendre. Il est venu me dropper au camp de pêche. On est resté 3 jours ensemble. Il est revenu à Montréal, mais je suis resté là-bas, moi. OK. J'avais juste un VTT, j'avais plus de camion. Puis j'ai été très, très, très chanceux parce que c'est le lac à la culotte, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que c'est fait comme une culotte. Il y a 2 jambes, puis ça a 18 km de long. Hein? C'est aussi long, ce lac. Chaque jambe a 18 km. C'est immense. Puis sur les 6 chalets qu'il y avait sur le lac, j'étais tout seul. OK. Fait que ça a été vraiment magique, magique, magique. Un soir, non, un après-midi, je suis parti à la pêche tout seul, évidemment. Je suis allé à mon spot secret, que je ne révélerai pas ici, évidemment. Puis il s'est mis à vanter. Moi, mon bateau de pêche, il a 16 pieds. Fait que là, il s'est mis à vanter, puis à vanter, puis à vanter. Là, j'avais vraiment la chienne. Là. Honnêtement, j'ai eu peur de mourir. Je longeais le bord du lac parce qu'il y a moins de vagues sur le bord. Mais à un moment donné, il faut traverser complètement le lac, rendu si je reste avec l'image de la culotte, au niveau des parties génitales, il faut que tu changes de jambe. Fait qu'il faut traverser complètement le lac. Puis là, j'étais en plein vent. Puis honnêtement, j'ai eu la chienne de ma vie. Ça fait que je me retrouve, il est à peu près 7h moins quart. Je reviens au chalet. On a un bel endroit grillagé. Puis ça donnait à cette époque-là que j'appréciais fumer des petits cigares. Puis j'avais une petite bouteille de Porto. Alors, je fumais mon cigare, puis je buvais mon Porto. Puis juste au niveau du grillage, je vois passer une touffe noire. Qu'est-ce que c'est ça? Là, rendu devant la porte patio. Et c'est ça, tu parles du grillage de la porte, là? Non, le moustiquaire dans les fenêtres. Ah, le moustiquaire, OK, c'est beau. OK. Puis rendu devant la porte patio, je me rends compte que c'est un ours qui marche très tranquillement. Là. Il était à peu près à 10 pieds de moi. Il marchait tranquillement, puis il s'en allait comme ça. Puis Aïe, la vie était là, tu sais, puis wow! t'es rentré juste dans le bon temps dans la maison. Fait que, d'après moi, c'est le petit Jésus qui a fait faire une grosse tempête sur le lac pour me faire rentrer plus vite pour que j'aie le privilège extrême de voir un ours si proche de moi que ça. Et c'était-tu un ours noir ou brun? Ah, j'y ai pas demandé. J'ai pas demandé. C'est bon. Je trouve ça un peu raciste là, comme commentaire. Là. C'est comme s'il y avait de la distinction dans la couleur. Mais le côté triste de l'affaire, c'est que j'étais tellement excité et surpris que j'ai pas eu le temps de prendre une photo parce que mon iPhone était à off. Il n'y a pas de réseau sur cette ZEC-là.
Ça fait qu'on ne sert pas du téléphone. Mon téléphone est à off. Téléphone, appareil photographie. Fait que j'ai pas de photos de ça. Mais il y avait des belles pistes dans le sable. OK. Fait que c'est une belle histoire de pêche. Oui, mais ça n'a pas mordu. Puis, OK, c'est bon. j'avoue que ça n'a pas mordu, c'est plutôt rare, là. Ou c'est un très, très jeune pêcheur. Hein. Mon petit-fils est allé à la pêche cette semaine, il y a 3 ans, puis j'ai demandé, j'ai dit, puis ça a-tu mordu, Didi? Il dit non. Bon, j'ai dit, OK, tu vas apprendre quand tu vas être un pêcheur d'expérience. On ne dit jamais non. On dit oui, ça a mordu. On invente des histoires. Il faut perpétuer le mythe. C'est pas non, j'ai pas mordu, j'ai perdu mon temps dans le bateau. Non, ça a mordu. Je l'ai échappé. Il est parti avec ma ligne. Il a coupé le monofilament. J'avais juste du 30 livres test. Ça veut dire qu'il pesait au moins 40 livres. C'est ça. Hey, on revient à nos moutons. À nos moutons, ouais. Shérif qui nous demande, est-ce qu'il faut divulguer le montant à la banque? C'est quoi les garanties et que le prête-nom va pouvoir refinancer et retirer l'argent vu que c'est à son nom? Est-ce qu'on divulgue en premier? Ben, 90% des cas, on prend un prête-nom parce qu'on a un problème à passer à la banque. Fait que la dernière chose qu'il faut faire, Divulguer à la banque. c'est à la banque. OK. On est dans le trouble. Là. On vient de découdre l'avantage qu'on avait de se servir d'un contrat de prête-nom. Et la seule façon de s'assurer que notre prête-nom au refinancement nous donne l'argent, c'est avec des contrôles coercitifs et l'espoir qu'il va respecter son contrat. Okay. On a Manon qui demande, est-ce légal qu'un investisseur étranger utilise un prête-nom pour faire des acquisitions dans un pays dont il n'est pas citoyen? Là, on commence à être proche de l'illégalité parce que les lois fiscales font des différences entre les contribuables résidents canadiens et les non-résidents. Mm-hmm. Alors, si on fait un système de prête-nom pour éluder l'impôt, c'est des mauvaises nouvelles. OK, parfait. On retourne à nos 12 points. Rendu au point. Hey, Luc, prends de l'eau, tu vas. Ouais, mais je pense que ma bouteille est quasiment vide. Là. Ah, t'as pas l'air à filer un matin. Je n'avais pas prévu comme il faut. 8, c'est quoi notre 8? C'est on l'a fait arbitrage au code différent. On est rendu à 9. OK, parfait. Ne pas prévoir comment renverser la situation. Il faut, dans notre entente, que l'on prévoit exactement la mécanique le jour où le mandant voudra redevenir propriétaire de l'immeuble. Il faut que j'ai une mécanique claire, précise et efficace pour que la personne ne puisse pas faire ce qu'elle veut. C'est pas, OK, Ghislain, je veux vendre demain matin. Ah ben, Ghislain, il dit, OK, ben on va y penser, là, puis je vais commencer à réfléchir à ça, puis on s'en parlera dans 3 semaines. Non, c'est t'es prête, non, Ghislain. Je fais ce que je te demande. Alors, j'ai décidé que je t'envoie l'avis que, puis tu dois procéder de cette façon-là. Sinon, je te débarque, je te poursuis en dommages et intérêts. D'accord, parfait. Voilà. 10e. 10e, ne pas informer son assureur. Vous savez que les assureurs, les compagnies d'assurance, moi, j'ai travaillé 9 ans dans un contentieux de compagnie d'assurance. Et une de mes grandes découvertes, c'est que pas toutes les compagnies, mais certaines compagnies d'assurance, quand ils reçoivent une réclamation, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par dire non, puis là, ils se donnent 2 semaines pour trouver la raison pour laquelle ils ont refusé. C'est un peu triste, mais c'est ça. Alors, les assureurs ne sont pas des payeux et tous les prétextes sont bons pour refuser. Le Code civil prévoit ce qu'on appelle l'intérêt d'assurance. L'intérêt d'assurance, c'est l'intérêt qu'une personne peut avoir dans un bien. Si une personne est prête-nom, elle n'a aucun intérêt dans ce bien-là parce qu'elle n'agit pas pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre. Donc, elle n'a pas d'intérêt d'assurance. Si moi, j'achète le 1247 Marquette et je suis prête-nom pour Ghislain, ben celui qui a un intérêt d'assurance,
Si l'immeuble passe au feu, c'est Ghislain qui va subir la perte, pas moi. Donc, je n'ai pas d'intérêt d'assurance. Donc, la relation de prête-nom doit être déclarée à l'assureur, à défaut de quoi ils vont nier couverture. Ça fait qu'on a 3 places à le déclarer. Hein? On a vu les 2 premières tantôt. On avait la municipalité, on avait Revenu Québec, Revenu Canada, et le 3e, c'est l'assureur. Excellent. Le numéro 11. Ça va dépendre qui je représente dans le contrat de prête-nom. Je représente-tu le prête-nom ou le mandant? OK. Et c'est justement la contrepartie dont on a parlé tantôt. Un contrat de prête-nom, c'est-tu gratuit ou c'est payant? Il faut comprendre que si c'est gratuit, la responsabilité qu'une personne qui agit gratuitement, elle est beaucoup plus légère qu'une personne qui agit en contrepartie monétaire ou autre. C'est pour ça que souvent, on voit des contrats moyennant la contrepartie de 1 $ plus bonne et valable considération. Ce n'est pas la Christie de piastre qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est qu'on est maintenant rémunéré pour agir. Donc, la responsabilité qu'on a est de beaucoup supérieure. Si les parties ont convenu que le mandataire agissait gratuitement, ben son niveau de responsabilité, il est beaucoup plus bas. C'est pour ça que je disais tantôt, un peu à la blague, si je représente le mandant, je vais vouloir que le mandataire reçoive 1 $ pour qu'il soit au BAT à 100% pour la responsabilité. Mais si je représente l'autre côté de la table, si je représente le prête-nom, ben, je vais inciter pour que la prestation soit gratuite pour alléger sa responsabilité. D'accord. Et le 12e? Le 12e, c'est de bien choisir son prête-nom. Hein? C'est une suggestion que m'a faite une personne qu'on pourrait calculer de barbe grise de l'immobilier, même s'il est rasé. C'est Justin qui m'a transmis ce gentil commentaire-là. C'est important de bien choisir son prête-nom. Ça peut aller très, très, très mal si on n'a pas choisi la bonne personne et ça peut aller très, très, très bien si on a la bonne personne. Malheureusement, ce n'est pas une science, hein, c'est empirique. Il faut y aller au flair, il faut y aller au pif. Mais c'est important de comprendre qu'on met toute notre confiance en cette personne-là, puis il faut qu'elle mérite cette confiance-là. C'est pour ça que ça me fait bien rire de voir une annonce dans Kijiji, je cherche un prête-nom. Mais ça va être du n'importe quoi, là. Est-ce que je donnerais une propriété de 2 millions de dollars à quelqu'un qui a répondu à une annonce dans Kijiji ou dans Facebook? Pas moi. Voilà. Excellent. On a 2 questions qui sont rentrées. Si vous avez d'autres questions, il nous reste encore quelques minutes. Christian Guillemette qui demande, qu'arrive-t-il si le prête-nom décède, devient valide ou encore, pire, de divorce? C'est pire de divorcer que de mourir, j'ai-tu bien compris? Non, c'est moi qui ai rajouté ça. Qui c'est qui disait ça? Il y a des paroles fameuses, je les ai peut-être pas comme il faut, mais c'était Madame Bovary avec le cardinal, je ne sais pas qui. Puis la chimie passait très, très mal. Ça fait que Madame de Bovary aurait dit, Monsieur, si j'étais marié avec vous, je mettrais du poison dans votre thé. Et le cardinal, l'homme, il dit, Madame, si j'étais marié avec vous, je le boirais. Bon, j'ai perdu. La question, c'est qu'arrive-t-il si le prénom décède, devient valide ou encore divorce? OK. Dans le contrat bien fait, en passant, vous avez compris que je fais des contrats dans ça. Hein? Pas besoin d'être subtil. Ça fait une trentaine d'années que j'en fais. Le contrat va prévoir la mécanique. Si un prête-nom veut lâcher la job, il doit donner un préavis de 3 semaines pour que j'ai le temps de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer.
Par contre, moi, comme mandant, je peux mettre un terme immédiatement à cette relation-là. Si c'est des droits qu'on appelle juridiquement intuitu personae, alors entre personnes, ça ne se cède pas, ça. Fait que si une personne devient malade, je la changerai. Si la personne meurt, je la changerai. Si la personne divorce, je suis pas sûr que je la changerais parce que peut-être qu'elle subissait, cette personne-là, des influences négatives de son conjoint, de sa conjointe, et qu'elle va s'assainir du fait de ce divorce-là. Ça fait que c'est pas automatique, c'est discrétionnaire, mais il faut comprendre que c'est jusqu'au bon vouloir des parties. On ne peut pas forcer ni un côté ni l'autre à rester dans une relation de prête-nom. D'accord. Excellent. Et une dernière question qui est rentrée. Janine qui demande, en cas de défaut de paiement, c'est le crédit de qui est affecté? La banque a des recours contre le prête-nom. Comment ça fonctionne exactement? Ben, le prête-nom, il y a juste lui qui existe pour la banque. Ça fait que s'il y a une difficulté financière, c'est sûr que c'est noté au crédit du prête-nom. D'accord. Le mandant n'existe pas, à moins qu'on ait divulgué à la banque, mais habituellement, le contrat va interdire que ça soit divulgué à la banque. Excellent. Fait qu'on n'a pas d'autres questions qui sont rentrées. Luc, juste un petit rappel, n'oubliez pas, demain matin, 8 heures, on parle de financement de biens mobiliers qu'on peut ajouter à nos immeubles. Samedi, on a le samedi des présidents. Dimanche, on jase comment faire une planification stratégique. Et lundi, comment avoir un bon mindset pour attirer plus de richesses. Je rappelle aux gens, si vous avez de l'intérêt à venir au bureau Immo Facile, on a un local de libre et on a des bureaux de libre à l'intérieur. Vous pouvez louer même juste 200 pieds carrés. Ça peut être loué au mois. On a de l'ouverture. J'ai un local qui s'est libéré le 31 mai. Fait que communiquez avec nous autres. On va vous tenir au courant de qu'est-ce qu'il y en est. Hey Luc, tout le temps super intéressant de t'avoir en entrevue. Merci beaucoup de communiquer aux investisseurs immobiliers tout ce que tu communiques du côté juridique. Je te l'ai jamais dit, mais je pense que je te le dis aujourd'hui. Là, je te fais une déclaration. Tu es un bon vulgarisateur, Luc. Tu t'attendais à d'autres. Il y a déjà une blonde qui m'a dit que j'étais vulgaire en tabarnak. Peut-être que vous pourriez fonder un club. Vous savez que Roson était détesté, bien avant les problèmes sexuels, Roson était détesté à mort, hein, parce que c'était une personne très intransigeante. Il y avait même un club à Montréal qui s'appelait les Rosettes. Les Rosettes étaient constituées de gens qui ne pouvaient pas sentir Roson. Puis il y avait des assemblées, des regroupements là, pour parler, pour bitcher contre Roson. Mais voyons pas, toi. Ah, absolument. Ah oui, 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 oui. C'est même, si je me souviens bien, ça, dans ce temps-là, j'avais eu une négociation à faire avec Roson, puis il m'avait dit spontanément, coudonc, tu fais-tu partie des Rosettes, toi? J'ai dit, c'est quoi ça, les Rosettes? C'est lui qui m'a conté ça. En tout cas, c'était assez particulier. Donc, merci pour le commentaire bienveillant sur mes propos. Je vous rappelle tous, si vous voulez avoir le e-book sur les prête-noms, vous avez juste à m'écrire. Ça me fait plaisir. Et pour une fois, vous allez recevoir quelque chose de gratuit d'un avocat. Profitez-en. Et si vous avez aimé l'entrevue, allez cliquer sur j'aime et donnez-nous des bons commentaires. Merci à toi, Luc. Merci à vous autres d'être en ligne et passez une excellente journée. Demain matin, je suis pas là, j'ai congé. C'est Jean-Luc qui va être là avec l'interview. Fait que je vous laisse demain matin en bonne compagnie avec Jean-Luc Dion. Merci beaucoup. Bye la gang. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.